gros succès. Wow. La première semaine, 3000 exemplaires. Wow. 6 mois plus tard, on était autour de 50 000 exemplaires. Et puis... Tournant Rock Band Wow. a été très très difficile pour nous. Je veux ton amour. Quand quelqu'un est malade, on ira chercher. Chaque fin du mois, on va acheter des sacs de riz qu'on va envoyer dans les familles. D'accord. Et puis, on va penser à l'étape suivante. Wow. Donc, la musique ne paye pas. Wow. Moussa, merci de nous recevoir. Alors, commencez par vous présenter, par nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Ça fait plus simple quand c'est vous qui vous présentez. Bah, écoute, je suis Moussa Mbaye, artiste, auteur, compositeur. On va dire que j'ai une vingtaine d'années de carrière. En décembre prochain. Et puis... membre du groupe de G-Forestry, cofondateur du label Meurt Livre Prod. Et puis, sur mes temps libres, je suis entrepreneur culturel. Culturel, d'accord. C'est suffisant. Ça fait déjà beaucoup. Toute l'histoire a commencé en 97, je crois, en 1997. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les débuts? Parce que selon les articles, on nous apprend qu'en 97, vous étiez encore à Boulou-Binet, tout ça. Comment les débuts ont commencé? Ben, écoute, je pense que c'est... la musique a toujours été à la maison. Pour nous, ma mère était assez mélomane, mes soeurs, mes frères, les aînés, donc ils écoutaient beaucoup de la musique. Pour tout dire, on était super heureux quand il y a eu les radios auto-reverse. D'accord. Donc ça veut dire que tu mets une cassette et puis vous vous couchez jusqu'au matin, ça tourne. Donc, donc dormir avec la musique. Ouais, on a souvent dormi avec la musique. C'est pour te dire à quel point il y avait de la musique à la maison. On écoutait du tout. Hein. Les filles écoutaient beaucoup de films hindous. D'accord. Donc il y avait aussi des chansons hindoues qui passaient, mais mon grand frère écoutait beaucoup de tout, du rap, du rock, Julio Iglesias, Enrico Macias. Il y avait un peu, vraiment c'était assez transversal à la maison. Donc je pense que quelque part ça a déteint sur notre passion pour la musique. Et puis après... il est arrivé un moment où l'adolescence, il y a eu les histoires de clans. D'accord. Déjà avant les clans, nous on faisait des petits freestyles aussi dans le quartier. On commençait à vouloir ressembler à des artistes. Et puis on aimait écrire des petits bouts. Et puis il y a eu aussi donc, les histoires de clans. Je pense que c'est là vraiment qu'on a dit bon, on fait un groupe. C'est quand les histoires de clans ont commencé, chaque clan avait un groupe qui le backait. Quand vous arrivez dans les kermesses, les petits shows, chaque clan avait son groupe. Donc nous, notre clan s'appelait Phantoms Clan, c'était le clan de Boulbinet. Et puis on a dit bon, ça devait être moi, il y avait un autre qui s'appelait Aliou, et puis Tupac, Moussa Kamara et Ablaye. Donc on a formé le premier groupe. Et puis on avait créé des petites des chansons, mais très tôt les chansons avaient une allure de conseiller. Parce que si je me rappelle, un des premiers titres qu'on avait fait, c'était Maintenant Damé, c'est le moment, maintenant Damé, il doit écouter mes conseils, maintenant Damé, c'est le moment. Donc ça parlait de... Parce que dans notre quartier, il y avait beaucoup de joints, il y avait beaucoup de violence aussi avec les clans, il y avait beaucoup de... Les gars, ils pensaient que
se mettre en bande et se taper les uns sur les autres, c'était ça qui était fun. Donc c'est parti de là et puis beaucoup plus tard, le 4e, je pense que... Enfin, ça c'était plus un truc de un petit mouvement. Après, à un moment donné, on s'est dit vraiment ce serait bien de partir ça. Et puis à 3, on a décidé de partir Duck Forestry. Et les premières années, on était beaucoup à la maison à bosser, à écrire, on a su par après que oui, on avait du talent parce que tout le monde autour de nous en parlait. On avait un ami de la famille, Josouma, qui était animateur à la RKS, qui nous a découvert comme ça, en passant à la maison, en train de répéter. Il a dit, waouh, ça c'est intéressant. Donc le premier truc qu'on a enregistré, c'était Je me souviens. Que lui, il a dit, bon, envoyez-moi ça. Il passait du jazz à la radio. Il a dit, je ne sais pas comment faire, mais envoyez-moi ça et puis je verrai. Et puis il avait créé par la suite une petite rubrique qu'il a appelée La Perche. Donc où il a passé notre chanson. Et je pense que quelques années plus tard, La Perche, c'était devenu presque 30% de l'émission parce qu'il y avait beaucoup, tout le monde voulait passer. Et puis il était super cool, donc il faisait passer beaucoup d'artistes en herbe. Donc c'est ça, c'est parti comme ça. Petit à petit, on a commencé à faire un peu de radio. Et puis des gars comme Malik Kébé ont découvert le groupe. On dit, ah ouais, c'est intéressant. Et puis on a eu un peu des tapes sur le dos pour dire... C'est bien, c'est différent, c'est nouveau. Donc. Et puis comme ça, on a commencé à participer à des grandes scènes. Il y a beaucoup qui nous ont découvert à travers un concours qu'ils ont appelé Rapoussin. C'était un concours national où il y avait comme 250 groupes. Des groupes comme, si je me rappelle, Raisonnable Jelly et plein d'autres. Enfin, je ne me rappelle pas tout, mais il y avait des méthodiques. Il y avait plein d'artistes. Et puis, c'était à la plage de Rockban, la première édition. Après la finale, c'était au Palais. On était dans les 50 qui sont arrivés au Palais. Et par finir, on est sorti premier. Il y avait une production à la clé qui ne s'est pas faite. C'était les premières déceptions. Après, bon, voilà, on apprend, c'est ça le showbiz. Et puis après, par la suite... on a commencé à enregistrer des maquettes. On a commencé à vraiment prendre ça au sérieux parce qu'on commence à réaliser que oui, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis, en 2000, on a sorti Je veux ton amour sur une compilation qui s'appelait Afrique Hardcore avec la saga hip-hop, qui était un mouvement de la banlieue, donc qui était basé à Bessia. Et puis une année plus tard, Machallah, gros succès. La première semaine, 3000 exemplaires. 6 mois plus tard, on était autour de 50 000 exemplaires. Et puis après, je pense qu'on a arrêté de regarder à 70 000 exemplaires. Parce que c'était, on a tourné. Dépassé les attentes. Ouais, c'est ça. On a tourné dans toutes les villes, villages et districts de la Guinée. On est arrivé dans des petites villes où on se demandait où est-ce qu'on nous amenait, quoi. Il y a un petit village à Mamou. Je pense que c'était le last pour nous, ça s'appelait Bouloukountou. D'accord. Et puis il y avait un festival qu'un Français qui était installé là-bas avait mis. Et puis il avait deux haut-parleurs. Et puis il avait mis une bâche bleue à même le sol. C'était ça le podium. Et puis donc on a joué dans toutes sortes de conditions. Voilà, et puis je pense qu'on a fait le tour de la Guinée avec cet album. Mais tout de suite, ce qui est arrivé, c'est qu'on a été obligé pour avoir un gros son parce qu'on voulait faire ça vraiment gros. On avait vraiment le regard tourné sur ce qui se faisait ailleurs, ce qui sonnait de vraiment bien. Et puis on a décidé d'aller à Dakar pour enregistrer. D'accord. Donc ça c'était le premier truc. Mais quand on est revenu, on a sorti l'album. On s'est dit, pourquoi aller à Dakar? Parce que ce qu'on a vu comme studio à Dakar, c'était pas extraordinaire. C'était une maison comme une autre. Et puis c'était d'avoir un micro, une carte son, un ordinateur et peut-être un peu d'autres plugins, mais c'était plus ou moins ça, quoi. Il n'y avait rien de il n'y avait rien vraiment d'extraordinaire. Peut-être l'ingé son.
Donc, dans nos plans, on s'était dit, bon, on fait le studio et puis on va aller chercher l'ingé à Dakar. Pourquoi pas celui qui a mixé notre album. Et c'est ce qu'on a fait. C'était le début un peu de... Et c'est comme ça, c'est parti comment? Déjà, après cette grosse tournée sur toute la Guinée, parce que vous avez généré comme argent tout de suite, vous décidez donc de commencer déjà à mettre en place le studio vous-même pour que désormais vous puissiez vous autoproduire, c'est ça? Non, pas forcément, parce que, écoute, il y avait rien à... Il n'y avait rien à réunir. Les tournées se faisaient comment? C'était 150 000, 200 000. On était 7 dans un taxi pour aller à Zéro-Koulé. Donc écoute, on mange cet argent ou sur la route en partant ou en revenant. Mais ça sert de dépense. Et souvent, les salles sont pleines. La rentrée était 1000 francs. Il y avait peut-être 300, 500 personnes. Ça fait 500 000. Le gars, il a le transport, le matériel qui était là peut-être a suffi tu vois. Maintenant, nous, ils nous avaient peut-être donné une avance, parfois non. Au début, tu ne fais pas attention à ça. Non, au début, tu ne fais pas attention à ce que ça va mal se passer et que peut-être tu ne seras pas payé. Donc souvent, on a payé nous l'hôtel et le transport retour pour plein de promoteurs. Mais quand même qui ont été sérieux. C'est pas comme d'autres à Mamou qui ont fui avec la recette. Mais écoute, oui. Écoute, donc quand on a décidé de faire le studio, c'est vraiment que, par exemple, le studio, il y a une dame qui a accepté de nous donner un petit bout de terrain que l'État lui louait. Et puis donc nous, on a sous-loué avec elle. Et puis on a monté ça brique par brique. À chaque 2 semaines, on a peut-être fait 10-15 briques. Et puis au bout de 2 années, on avait une maison finie. Et puis on avait le studio qui était prêt. Pendant les 2 années, on a acheté un micro par-ci. Après 6 mois, on a acheté une carte son, la table de mix. Il y a quelqu'un qui revendait son studio Mouslux. Donc on est allé chercher la table là, on est allé chercher certains trucs, finalement même qui n'ont pas servi parce que c'était vétuste et tout. Et puis, mais quand tu te lances, comme on disait tout à l'heure, en entreprise, tu ne prévois pas ces choses-là, tu te lances et puis tu apprends à nager. Et puis c'est comme ça, on s'est démerdé avec comment les choses viennent. Parfois, on a vendu nos chaussures pour compléter le matériel. Mais c'est quand même, en général, les artistes démarrent comme ça leur carrière. Le plus souvent, quand les premiers sous commencent à venir, ils sont plus préoccupés par comment je m'habille, comment je fais pour avoir ma première voiture, comment je fais. Après, on se dit que c'est cette star qui sort, tout ça, ça compte, et vous faisiez le contraire. Écoute, peut-être que parce que aussi on était beaucoup dans notre... En fait, nous, quand on était artiste en herbe et qu'on n'avait pas de projet d'album, on avait déjà un président. C'est-à-dire, on s'est dit, bon, on a choisi quelqu'un qui était, Joe Haribo, on a dit, tu es le président du groupe. D'accord. Et puis chaque dimanche, on avait des réunions. Et dans la réunion, on avait un manager, on avait un chargé de la communication, qui est chez vous aujourd'hui, c'est... Alassane Sako. Sako. À la radio. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc Alassane Sako qui était chargé de communication parce qu'il était l'assistant d'Ibrahim C à la RKS à l'époque. Donc on a dit, bon, tu as communication. On avait un autre qui était l'ami de tout le monde. On a dit, bon, tu es comme on appelait, le chargé des fans club. Et au moment où personne ne nous connaissait, on avait déjà tout ça. Vous étiez organisé en fait, on était déjà super organisé. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'était très tôt comme ça. Et du coup, quand on a fait la dédicace, pour comment on va utiliser cet argent, il fallait qu'on fasse une réunion, qu'on se parle. Donc Ablaye disait, on va acheter une Mercedes. Donc, oui, tu sais, les premières idées, on a dit, pourquoi pas. Après, on avait, dans la réunion, on est sorti de la réunion avec, non, on prend l'argent, on met sur le compte de Ali, puisque lui, déjà, il travaille quelque part où il gère de l'argent, donc il ne va pas bouffer notre argent. Il garde. Quand quelqu'un est malade, on ira chercher. Chaque fin du mois, on va acheter des sacs de riz qu'on va envoyer dans les familles. Et puis, on va penser à l'étape suivante. Donc, très tôt, nous, on a fait comme ça. On s'est démerdé. Pour aller à un show,
au début, on prenait le taxi, le transport en commun, comme tout le monde, et puis on partait. Et puis avec le temps, le succès, il grossit. Ça a grossi très vite, donc on a été obligé de prendre des déplacements pour aller. Donc, enfin, c'était... On a essayé de gérer ça au mieux, quoi, mais on était tous des profanes. Et les artistes et le manager et tout le monde, mais très tôt, vraiment, on a essayé de foncer au maximum et de s'organiser au maximum pour faire les choses. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'impressionne beaucoup chez vous, avec le groupe JT4 Stream. Quand vous sortez un album, le talent, vous avez la possibilité, peut-être chaque année, de sortir un album, mais vous ne fonctionnez pas comme les autres. Quand vous sortez un album, je crois qu'entre le premier et le second album, peut-être qu'il y a eu 7 ans d'écart. Et pourquoi vous attendiez tout ce temps? Vous prenez le temps de faire des tournées à l'international, de vendre l'album le maximum que possible. Qu'est-ce qui explique cette différence-là? Bon, en fait, nous on est venu à la musique comme ça naturellement et on n'a jamais forcé la création. Parce que, en tout cas, pour nous, je pense, pour moi, la création, c'est... Je peux travailler sur un titre en 1 heure, je l'ai fini. Et souvent, c'est les meilleurs titres. Après, je peux prendre un titre que j'adore, qui me prend 2 années à écrire. Donc, c'est vraiment, chaque titre arrive comme ça doit arriver. Ça, naturellement, on ne force rien. On ne force pas les choses, ça c'est un. Mais 2, très tôt, avec le studio, avec le vide qu'il y a pour vraiment partir une vraie carrière, parce que c'était ça notre souci, c'était comment donner vraiment de la force à la carrière du moment qu'on a décidé de faire ça, et que par exemple moi j'avais raté le bac à cause de ça. Je ne suis pas allé faire le bac. Avec le bac 1, moi l'album est sorti, j'étais en 12e. Donc le bac 1 s'est super bien passé, bien que vers la fin c'était chaud, parce qu'à cause que j'avais la tête dans la musique. J'étais 47e de la République. Au bac 2, on a passé le temps, comme je t'ai dit, sur la route, dans les tournées et tout ça. Je n'ai pas voulu faire le bac 2 exprès parce que je n'ai pas révisé, je n'ai pas été en classe. Donc, pour être honnête avec moi-même, je n'ai pas voulu y aller. Donc, parallèlement, ce que j'ai fait, c'est d'aller sur des masterclass qui ont été les formations qu'il y a eu pendant le rap aussi, pendant les petites formations qu'il y a eu ici en management, en gestion de carrière, en droit d'auteur et tout ça. Plus qu'on s'est mis dans ça, on s'est tourné plus sur ces choses-là. Ce qui fait que nous, ce qu'on a voulu, c'est s'outiller aussi, se former et être capable de porter notre projet. Parce que la vérité, c'est que quand on regarde, à un moment donné, on a compris que en réalité, personne n'avait une formation en management. Tout le monde avait appris dans le tas. Moi, on vient d'une famille aussi d'entrepreneurs, d'ouvriers. Donc, on a vu que c'est possible quand tu mets la main à la pâte de te réaliser, de faire les choses. Donc, on a décidé de se former. Et puis de s'organiser. Et puis d'avancer comme ça. Donc, on est allé à chaque fois chercher les moyens avant de se lancer. Par exemple, le premier album, on a voulu que les clips passent au Sénégal, sur des chaînes qui un peu plus internationales. Ça a été tout de suite non, parce que la qualité n'était pas bonne. Les réalisations restaient à désirer. Donc aussi, parallèlement au studio audio, on a pensé à acheter des caméras, à mettre un studio vidéo, à regarder c'était qui le plus bon sur Conakry, et puis à lui dire, est-ce que ça t'intéresserait d'aller à Dakar pour mieux te former chez Awadi, parce qu'ils ont déjà un truc. Oui, donc on s'est associé avec lui, il a été formé, ensuite au Maroc, ensuite en France, et puis c'est toujours, on essaye... Vous dotez d'abord des moyens, qu'il faut pour aller vers votre ambition. Et ça nous a beaucoup aidé parce que la musique ne paye pas. Notre premier album, on a été payé 0 francs. Malgré qu'on était producteur, le gars il était coproducteur pour nous aider sur la sortie, mais il a tout pris pour lui. On est allé voir notre avocat, ça a abouti à la justice, mais personne n'a entendu parler de ça parce que heureusement c'était un papa à nous qui nous a dit, vous ne gagnez rien à aller en justice. Parce que quand vous allez arriver à la justice, ça va être dès que je suis contre quelqu'un.
lui, c'est un non-name. Personne ne le connaît. Ouais, Donc, ce qui va rester dans la mémoire collective, c'est Doug Gifosu. Justice, ça fait Doug Gifosu problème. Et tous les autres producteurs ou tous les futurs collaborateurs vont dire faites attention. Notre avocat, c'était Maître Kabele, ministre d'accord. à l'époque, qui était un ami de la famille. Et puis, donc, d'ailleurs, je fais un coucou à... si toutefois la famille nous regarde. Donc c'était un peu ça notre plan de match, c'était toujours essayer de se donner les moyens et puis maintenant commencer à avancer. Je pense que, comme je te dis, ça a été très bénéfique parce que beaucoup plus tard, quand on s'était mis dans l'ingénierie culturelle, ça nous a permis d'avoir de gros partenaires, d'avoir des clients assez solides qui ont confiance parce qu'ils savent que le travail sera bien fait. Donc le service était pour nous très important. D'accord. Et puis c'est pourquoi... Et à partir, c'est de là que naît l'idée de la mise en place de Merly Prod, c'est ça? Oui, Merly Prod, enfin on savait qu'on était en autoproduction. En autoproduction, tu n'avais pas besoin forcément d'avoir... mais je pense autour de 2004, on a fait notre société, ça s'appelle Doug Gifosu SARL, donc, qui est une société comme une autre parce qu'il fallait commencer à travailler avec les institutions, avec d'autres, il fallait être une société de la place, reconnue avec pignon sur rue. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Et beaucoup plus tard, pour les productions, on ne pouvait pas utiliser Doug Gifosu SARL. Doug Gifosu produit Banlieusards, par exemple, on ne pouvait pas tout le temps Doug Gifosu produit Doug Gifosu. Donc c'est là qu'est partie l'idée d'avoir la licence de spectacle avec Merly Prod et puis de commencer aussi à produire et puis faire des choses. D'accord. Et comme ça se passe comment avec Merly Prod? Vous sortez à la recherche des talents que vous identifiez. Comment ça se passe un petit peu ce management jusqu'à venir? Parce qu'en ce moment-là, vous aviez votre propre carrière à gérer et vous deviez prendre une carrière en plus que vous deviez gérer. C'est des stars, vous êtes des stars que vous préparez aussi. Comment tout ce mélange se fait, l'identification, la construction de toute cette carrière? Ça, c'est une bonne question parce que bien que la décision qu'on avait prise, c'était qu'on travaille avec les artistes, mais il fallait qu'ils aient leur manager. Ah, d'accord. Du coup, on ne serait pas en conflit, on ne serait pas en train de gérer le calendrier ou comment est-ce que nous, on s'était contenté de produire, de mettre en valeur et puis d'essayer de mettre un plan de carrière. Maintenant, sur le travail au quotidien, c'est le manager avec son agenda, avec comment il gère son artiste et puis les choses comme ça. Par contre, pour Banlieusards, ils sont arrivés, il n'y avait pas de manager. Donc ça s'est passé autrement. Mais quand même, on a confié à Abdou qui a géré pour le premier album et qui a finalement même continué à produire les albums qui ont suivi. Et puis c'est justement ça aussi qui a fait que non seulement nous, ça nous intéressait de produire sur la durée, de faire beaucoup de recherches musicales avant de faire nos productions, mais aussi qu'on voulait entreprendre parce qu'on a compris que les cassettes, c'est pas ça qui va payer. Les concerts, c'est pas ça qui va payer. Et si on a tout laissé pour ça, on a tout intérêt, surtout que la famille disait à l'école, l'école d'abord, l'école d'abord. Donc il fallait vraiment qu'on trouve d'autres façons de faire de l'argent avec ce qu'on aime. Donc à Dakar, on est allé dans des formations aussi, non seulement pour la création de l'entreprise, parce que là-bas, il y avait des formations en lancement d'entreprise. C'était les premières formations qu'on a suivies. Et puis aussi, avec l'expérience, on a eu des formations sur... comme on appelle la médiation culturelle. C'est d'ailleurs sur ça qu'on a beaucoup pu fonctionner en tant qu'entreprise. Et puis parce qu'on a pu accompagner et piloter des projets sur le sida, le paludisme, sur... en fait, je venais à cette question-là. À partir de quel moment cette idée vous vient en tête? Parce que là, vous cherchez maintenant à monétiser, à gagner beaucoup plus d'argent. Vous vous dites, on va vers des institutions et on va les proposer des projets. Comment vous faites pour avoir la crédibilité, la confiance de ces institutions-là? Les projets, c'est vous qui les montiez ou c'est les institutions-là qui venaient vers vous pour que vous puissiez faire des musiques pour eux, de sensibilisation par rapport aux projets qu'eux, ils défendaient? Écoute, tout au début, nous, chaque 1er décembre, on était sur une tournée. D'accord. Avec Contact Évolution de Malik Kébé, sur le sida, et puis il y avait plein de scènes en Guinée, et puis on était souvent sollicités parce qu'on avait des chansons
qui allait plus dans, tu sais, des sujets bien sûr, un peu sociaux. Et puis on était assez engagés. Donc on avait fait des chansons aussi autour du sida, du palu. Donc ça fait que on a commencé à comprendre qu'il y avait un besoin pour les institutions de passer de la communication. Et je pense que c'était autour, la première fois c'était autour du sida. D'accord. C'était ici à la direction de la santé qui est ici au pont 8 novembre. On avait été dans un atelier où il était question d'abord de nous briefer, de nous expliquer c'est quoi le sida, c'est quoi les conséquences, c'est quoi les causes et comment éviter. C'était après pour aller sur une campagne sur les préservatifs. D'accord. Mais pour ça, il fallait qu'on sache c'est quoi. C'est quoi, d'accord. Et qu'on puisse nous l'approprier et puis par la suite. C'est de la médiation culturelle. Mais la difficulté pour les institutions était que les messages, par exemple, que l'État, que les ministères, que les institutions veulent faire passer, passent dans un reportage à la télé au moment du journal. Et la jeunesse ne suit pas ça. Qui suit ça. Donc il fallait commencer à penser à mettre les messages. C'est ceux-là qui sont suivis, des porteurs de messages, des artistes comme vous par exemple. Là où la population est plus sensible, donc à travers la musique, ils ont commencé. Et puis ça, nous, on a compris. Puis on a cherché la formation qui va pour ça. Donc c'est de là qu'est née l'idée d'aller faire la formation sur la médiation culturelle. Ah, d'accord. Donc ce qui fait que... Voilà. En fait, jusque-là, si je te suis, je te tutoie, ça facilite la com. Jusque-là, ce que je comprends, c'est qu'à chaque fois que vous identifiez un objectif que vous aviez, vous oubliez l'objectif pour l'atteindre, vous partez vous former, développer les compétences avant de revenir en fait. D'où vous prenez tout le temps qu'il faut pour aller vers tout ce temps qui fait comme écart entre vos différents albums, etc. Parce que après vous vous positionnez sur beaucoup sur des besoins qui sont encore pas fournis. D'accord. C'est super, c'est génial, c'est rare en fait. Et alors, de là, je veux maintenant qu'on s'intéresse plus à l'organisation des grands spectacles, des concerts, parce qu'à un moment donné, toujours c'est l'idée, comme vous vous dites que finalement les albums qu'on fait, ça rapporte pas assez d'argent, et vous vous positionnez sur d'autres secteurs qui vont plus rapporter. Et là, l'idée vous vient en tête d'organiser des grands concerts, au point des fois de faire venir des artistes de l'extérieur. Et comment vous organisiez tout ça, de l'idée jusqu'à la mise en place de tout ce processus-là? Les concerts, c'était pas... Enfin, après, avec le temps, oui, avec l'expérience, et on a commencé à monétiser les concerts. Mais les concerts, on est venu aux concerts parce que on était en autoproduction. Notre premier album, il fallait qu'on organise nos choses nous-mêmes. Ça, c'est un. Et puis, avant, si tu voulais te faire connaître, il fallait organiser ton show de rue dans ton quartier. Ensuite... faire venir tes gars de la banlieue qui vont aussi... on avait créé comme dans l'informel une sorte de réseau de diffusion à travers des shows de rue. Quand Méthodique organise, on monte. Quand nous, on organise à Boulbinet, ils arrivent. Et puis c'était comme ça, on s'est fait connaître. Donc plus ou moins, on avait commencé à avoir quelques outils pour organiser. Il fallait des affiches, il fallait. Donc ça c'est sur la route aussi. C'est naturellement qu'on est arrivé à... Parce que le hip-hop, en plus, tu n'avais pas beaucoup de gens qui mettaient de l'argent dedans. Donc, il fallait que nous, qu'on fasse nos choses nous-mêmes. Donc, après, tu prends du plaisir à organiser des spectacles, à tout brancher et puis à monter sur scène pour chanter. Je pense que le spectacle, c'est plus comme ça que moi, je dirais qu'on est venu au spectacle, à l'organisation. Et puis, encore une fois, ça continue à grossir. On a voulu mettre un festival. C'est après le festival que vraiment on s'est spécialisé dans l'événementiel. Sinon, c'était pour partir un festival qui allait être une vitrine sur la Guinée, qui allait mettre en... Le but pour nous, c'était d'inviter des diffuseurs, d'inviter des festivaliers, des organisateurs de la sous-région, de l'international, et puis de mettre un festival urbain live.
D'accord. C'est d'où l'idée de Urban Africa qu'on a lancé. Et puis on a fait venir Sefiu, Awadi, c'était quoi, Espoir 2000 de la Côte d'Ivoire. Et puis on a présenté tout ce qu'il y avait comme gros artistes urbains guinéens. Et puis on a fait exprès de faire un gros village derrière la scène, de l'ouvrir pour que les étrangers voient qu'est-ce qui se passe ici, c'est quoi la dynamique, c'est quoi le talent qu'il y a, et puis pour les faire jouer vers la fin. Donc on les a comme d'une certaine façon imposé la scène locale pour donc faire connaître après. Voilà. Après c'est comme ça que après le festival, on a commencé à aller sur d'autres artistes d'envergure et puis on a compris que il y avait moyen pour nous d'aller sur ce marché-là. Et puis aussi qu'il y avait une demande. On a des annonceurs qui veulent travailler, bien qu'on dise qu'il n'y a pas de sponsor en Guinée, mais il y a des annonceurs qui veulent travailler et qui veulent vraiment des choses d'envergure. Et puis voilà. En fait, toujours l'idée, c'est qu'à chaque fois, vous identifiez d'abord un besoin avant de créer le produit qui répond à ce besoin-là. Vous êtes toujours parti de là. On est toujours parti comme ça, mais même quand on a été, vous forcez rien, quand on a été producteur, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Quand on a été manager, à un moment donné, nous jusqu'ici, on va dire, on a eu un manager sur 3 années. Après, chacun est parti de son côté. Après, vous vous auto-managez. Depuis, on n'a jamais eu de manager. D'accord. Il y a Maka qui s'est proposé, mais je ne sais pas pourquoi. D'accord. Donc, à chaque fois, tu sais, tu vas chercher des formations parce que c'est ta carrière, c'est ton truc, c'est ton bébé. Donc, il faut que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, il faut se donner les moyens. Donc, oui, on a fonctionné comme ça jusqu'ici. D'accord. Et ce festival-là, est-ce qu'il a généré, est-ce qu'il a rapporté, est-ce que vous avez rentabilisé? Le festival était gratuit. Ah, d'accord. On l'a fait gratuit parce que aussi on était parti de l'idée que le stade se remplissait pour les matchs de foot. Et nous, on était toujours en train de faire 3000 personnes au Palais du Peuple. On voulait que ce soit plus grand. Et puis, on s'est dit, est-ce qu'il ne faut pas faire le festival gratuit? Peut-être que si on le fait gratuit, ceux qui vont au stade là, qui ne viennent pas à nos concerts, parce qu'au stade c'est rempli là, c'est bien sûr. 25 000 jeunes, je ne sais même pas il y a combien de places, mais en tout cas c'est rempli et c'est des jeunes. Ces jeunes là, qui sont qui payent en plus pour aller voir les matchs de football. Les matchs de foot, comment on va les chercher? D'accord. Donc on a fait gratuit une année, on a fait 15 000 personnes sur l'esplanade et puis ça a commencé à gonfler. Donc du coup, l'idée en fait d'ouvrir ce champ de perception de possibilités pour des gros concerts sur l'esplanade et sur le stade un peu plus tard est née en fait de ce festival-là. Et chez vous et chez tout le monde d'ailleurs. Non, en fait, avant nous, il y avait le rap aussi qui se faisait au stade. D'accord. Qui se faisait au stade et puis mais nous on a choisi l'esplanade pour la première édition parce que pour la proximité, pour la sécurité aussi, parce que c'était plus facile aussi. Le stade, il y a trop d'entrées. Ici, on voit tout le monde voit tout. Donc c'était plus facile pour nous dans la réflexion au niveau sécuritaire pour de mettre ça là. Et puis voilà, on est parti de ça. Je pense pas que, je dirais pas qu'on a été les premiers à penser à l'esplanade. Mais oui, définitivement, pour la musique urbaine, pour aujourd'hui que chaque artiste se dit, il faut que je fasse l'esplanade, je pense qu'on a été les précurseurs. Vous avez impulsé cette dynamique. Alors moi, je veux qu'on s'intéresse, quand on fait une gestion de carrière, surtout quand on prend, dès qu'il y a 2 personnes, 3 personnes qui se mettent ensemble, le plus souvent, en termes d'entente, c'est difficile. Vous, déjà, vous avez réussi avec votre frère, déjà c'était la famille en fait. Après, vous réunissez un groupe où c'est pas une seule personne, c'est 2 personnes, Marcus et King Salomon, vous mettez ensemble. Après, vous avez produit Instinct Killer aussi, c'est ça. Donc, vous mettez toujours des gens ensemble. Comment vous faites après pour que ces gens s'entendent, qui se disputent pas après, des fois que chacun veut aller en solo, parce qu'on sait qu'ils commencent, après un moment donné, quand la gloire commence à venir, on parle partout, ils ne s'entendent plus, mais après vous réussissez à pouvoir les maintenir. Comment vous gérez ça? Écoute, peut-être parce que
Parce qu'on a eu la chance d'être frères et sœurs et qu'on se chamaille tous les jours, mais que quand même on finit par se retrouver. Peut-être qu'on a, je sais pas moi, c'est peut-être une déformation ou je sais pas, c'est peut-être un avantage de, tu vois, d'être obligé de vivre ensemble. Ouais. Parce que quand on est frères, on est obligé. On parle d'autres projets, tu sais. Mais il y a une chose qui est importante pour nous aussi. Nous, banlieusards, ça a pris 2 années ou 3 en studio. Entre le studio et les relations, oui, d'accord, on produit, on commence. Le premier son, entre le premier son qu'on a enregistré et le dernier, peut-être, il s'est passé 2 ou 3 années pour chaque artiste. Et sans contrat, parce que nous sommes des artistes et on a un studio d'enregistrement. Il arrive que le courant part, tu sais, la mémoire de l'ordinateur s'efface. Et puis le lendemain, l'artiste, il arrive et que tu as saboté mon projet. C'est comme ça. Il y a des mentalités comme ça. Donc du coup, ça fait que aussi on fait attention. D'accord. On met les gens à l'essai. On les regarde de loin. On sait que oui, d'accord, ça peut fonctionner. Puis on a essayé plein. Il y a d'autres artistes. On a travaillé avec Master X. Son album a été fait chez nous gratuitement. Et puis on a accompagné jusqu'à la dédicace. J'étais à la porte pour l'organisation. Donc l'album Chéri Djomban. Et puis tout ça. Donc on a été là à la com, partout. Et puis, mais c'était compliqué de gérer ça. Donc on n'a pas cherché à gérer. Parce que c'était un aîné, parce qu'il avait déjà de l'expérience, parce qu'il sait faire son truc. Et que nous, c'était plus de l'accompagnement qu'autre chose. Mais les autres, ils sont jeunes, ils sont à l'écoute, ils se cherchent, donc ils écoutent, ils prennent tout ce que tu leur donnes. Et puis ils essayent de fonctionner aussi pareil. Et puis je pense qu'ils nous voient partir, c'est quand même une dizaine d'années d'expérience, je pense qu'ils ont... Ils savent que pour que ça marche, il faut suivre comme les gars ils ont fait. Je pense que ça a pu aider. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est comme ça que je peux me l'expliquer. Et maintenant, moi, je veux qu'on s'intéresse plus aux grands concerts. Vous arrivez sur l'organisation des grands concerts. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique des sponsors que vous devez voir. Comment vous arrivez à les convaincre, à s'associer à vous? Comment vous faites pour savoir, ok, c'est cet artiste qu'il faut faire venir, la communication, tout ce qu'il y a autour. Comment vous vous y prenez? C'est à l'instinct, hein? C'est comme n'importe quel business. Tu sais, tu regardes le marché, tu identifies les besoins et puis en fonction de ça, tu fournis. Par exemple, quand tu rentres en boîte, quand tu vas dans les maquis, quand tu es dans des concerts, les DJ, tu sais c'est quoi les morceaux qui lèvent. C'est quoi les morceaux que tout le monde veut aller danser. Tu sais, et puis comme ça, tu commences à savoir que oui, tel artiste... prend de la valeur en Guinée, elle peut être attendue, les gens peuvent être curieux d'aller voir. Et puis aussi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que la Guinée est très à la pointe non, en ce qui concerne la musique, la Guinée est un grand mélomane et puis veut ce qu'il y a de nouveau, de frais. Ça peut avoir cartonné il y a 2 ans, tu vas amener, ça va se casser la gueule parce que c'est pas ça l'actualité. Les jeunes veulent ce qui marche aujourd'hui. Ils sont au courant, ils sont sur YouTube, ils sont partout. Bien qu'on ne sent pas qu'ils sont sur YouTube parce qu'ils arrivent, ils écoutent une fois, ils téléchargent, après ils restent sur leur téléphone. Ça fait qu'il n'y a pas de views sur les vidéos en Guinée. Mais ils sont là, ils sont présents et ils sont à la recherche de l'information, de l'actualité des artistes. Ils sont vraiment... la Guinée est le seul pays où tu as 20 000 personnes chaque 2 semaines, chaque 3 semaines à un concert. En tout cas de la sous-région que je connais. Même on a tourné dans de grands pays. C'est rare de voir des concerts comme ça. Et en Guinée, tu peux avoir ça chaque mois si c'est l'artiste du moment, le public attend. D'accord. Et c'est quoi, par exemple, la plus mauvaise des expériences, le plus grand échec que vous avez eu dans votre carrière? La plus mauvaise expérience, je vais dire. Quand on est entrepreneur, les échecs, tu sais, c'est la plus grosse école que tu puisses avoir. Je pense que définitivement le tournoi Rock Band
a été très très difficile pour nous. C'est la pire des expériences que nous on a eues. On a passé notre carrière à nous dire que c'est pas suffisant de juste dénoncer. D'accord. Yemuna, Temuna, tu vas t'arrori, et puis voilà, les filles vont pas à l'école, il faut plus d'implication des parents, les grossesses non désirées. Ok, d'accord. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? D'accord. En fait, nous, depuis le départ, c'était aussi ça. Donc, d'où arrêter d'aller à JBZ, d'aller à Dakar pour enregistrer, mais de créer le plateforme au niveau local et qui soit concurrentiel et qui puisse répondre aussi bien aux Sénégalais qu'aux Français qu'à n'importe qui, parce qu'on s'est donné les moyens d'avoir l'ingé pour ça, on s'est donné les moyens d'avoir le matériel pour ça, tu sais. Et puis, aussi, au-delà de ça, on s'est dit, trouver des partenaires en France, faire des manuels, des conteneurs de manuels scolaires, d'équiper comment on appelle, le lycée 2 octobre, Gamal, l'université de l'Abbé en salle informatique pour qu'enfin l'étudiant passe pas toute sa vie, tout son cursus scolaire à apprendre et à jamais toucher à une machine. On a mis une bibliothèque virtuelle ici au jardin du 2 octobre. C'est d'ailleurs de par ça que, et des encyclopédies qu'on a offert à la bibliothèque du jardin, ce qui a fait qu'on est arrivé là. Donc quand un événement comme Rock Band arrive, tu sais, c'est quasiment, le monde s'arrête parce que on s'est battu pour, tu sais, pour l'émancipation, pour faire évoluer les mentalités, pour essayer de participer à construire, tu sais, une jeunesse. Et puis moi, comme ça, un jour en plus j'appelle tout le temps, ça se passe bien, oui, ça se passe bien. Parce que j'étais à Montréal. D'accord. Et puis jusqu'à la fin, on me dit, oui, le concert est fini, rien n'a fait. J'ai dit, ok, d'accord. Après, je vais souvent tu vas sur Facebook, sur truc pour voir d'autres angles, parce qu'ils n'ont pas encore commencé à mettre les vidéos pour voir les photos, les trucs, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Puis ça commence à arriver, il y a eu un mort, il y a eu 2 morts, il y a eu 5 morts. Donc voilà. C'est choquant. Mais après quelque chose comme ça, comment vous faites pour vous reprendre? Qu'est-ce que vous vous dites? Parce que quand ça arrive, on est abattu. C'est pas quelque chose qu'on voulait. Et comment on fait pour sortir de tout ça, pour se reprendre après, se relancer? Qu'est-ce que vous vous dites en fait pour surmonter cette difficulté-là? Je sais pas. Écoute, je pense qu'il n'y a pas d'armure pour ça. Hein. Il n'y a pas de plan de match. Tu n'as jamais prévu ça dans ta vie. C'est pas le but. Le but, c'était que les gens viennent, qu'ils s'amusent, comme toujours. Et puis, on est conscient d'une chose. À part nos concerts, les jeunes n'ont nulle part où aller. Ils n'ont pas les moyens des boîtes de nuit à 50 000 la soirée. Donc, d'accord. Ça fait que, écoute, je pense qu'avec le temps, aujourd'hui, Dieu merci, on est peut-être un peu mieux préparé. Hein. Enfin, on n'est jamais préparé à revivre ça. Alors, je termine donc peut-être par deux questions rapides. La première, comment vous faites? Aujourd'hui, vous êtes marié, vous avez des enfants. Comment vous faites pour lier la vie familiale et la vie artistique que vous avez? Parce que des fois, c'est très compliqué à pouvoir concilier les deux. Comment vous faites pour concilier ces deux vies-là? C'est très difficile. Je pense que ça, c'est... Moi, je n'étais pas préparé à ça. Mais je suis tellement proche de mes enfants que c'est... Là, je pars après-demain. L'ouverture, c'était hier. Mais je pars après-demain parce qu'il faut que je les accompagne à l'école. C'est important pour elles. Et puis, elles ne s'arrêtent pas de demander quand est-ce que tu arrives, quand est-ce que tu arrives. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est... Et qui nous arrange bien d'ailleurs, c'est que je reste 6 mois en famille à Montréal et puis à travailler, à créer des connexions et puis à être en tournée en Amérique du Nord parce que c'est pas loin de la maison ou en Europe. C'est-à-dire j'arrive, je m'installe à Montréal et puis je peux partir en tournée. Je peux aussi travailler à développer
Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est, vu qu'on est là, on essaie de développer un réseau pour commencer à penser à exporter la musique vers là-bas, à diffuser la musique guinéenne vers là-bas. Donc, travailler sur les connexions, sur les collaborations, les partenariats qu'on peut avoir. Et puis, c'est l'été, ça veut dire que c'est la grosse pluie ici. Donc, du coup, si tu as remarqué, à partir du mois de juin, nous, on est en vacances. Tous les artistes sont en Europe ou sont partis en tournée. Et puis jusqu'en septembre, c'est encore la pluie, donc l'esplanade n'est pas disponible. D'ailleurs, il n'y a nulle part qui est disponible. Si tu veux aller en boîte, tu arrives mouillé. C'est vrai. C'est un peu ça le truc. Et c'est parfait pour moi parce que le climat fait que je ne peux pas travailler à Conakry pendant les vacances. Donc, je peux aller en tournée. C'est l'été là-bas aussi, c'est pas la fraîcheur, donc tout le monde veut sortir, tout le monde veut aller au festival et tout ça, donc c'est parfait. Le timing est parfait pour moi de faire ça comme ça. D'accord. Mais on va dire qu'avec mon projet futur, tu en allais parler ça, la Cité des... Oui, la Cité des Arts, qui est une école, on va dire, du show business, où on va enseigner, on va travailler à mettre les bases, on va dire, pour faire simple, d'une industrie culturelle solide en Guinée. Parce que la vérité, c'est qu'on importe tout. On importe le gars qui sonorise. Quand il y a des gros concerts, le gars qui éclaire, on fait venir tout, quasiment. On importe la main-d'œuvre, ou de la sous-région, ou de l'international, jusqu'ici encore. Donc il va falloir créer des formations pour ces métiers-là, pour que ces métiers-là enfin existent en Guinée, pour qu'il y ait des ingénieurs de qualité en son, en lumière, pour du traitement de son. Sur la gestion artistique pour la gestion aussi. artistique, la gestion de projet, gestion d'entreprises culturelles. Donc tout ça, c'est des programmes. Ça sera une première. Parce que certes, il y a l'Institut des Arts, par exemple, qui existe ici, mais ce que vous donnez là n'existe pas là-bas. Non. Non seulement n'existe pas là-bas, mais il y a autre chose, c'est que moi, je vais sur le fait que, pour la petite histoire, moi, j'ai été à l'Institut. Mais comme je t'ai dit au départ, j'ai fait le bac 1. Donc, je n'avais pas mon bac 2 quand l'Institut se créait. Donc, je suis allé à l'Institut, on m'a dit, non, tu n'as que le bac 1, donc tu n'as pas accès à l'université. J'étais artiste professionnel. Ce qui va s'enseigner là, pour tous ceux qui vont arriver là, à 99,99%, ils n'ont jamais demandé ça. Ils n'ont jamais appris ça. Ils vont commencer en première année. C'est-à-dire comme un enfant qui commencerait la musique en première année. Moi, je suis professionnel. C'est ça que j'ai choisi de faire. Je ne peux pas aller à l'université pour apprendre ça. Je vois. Et tous les professionnels de la Guinée qui sont dans la musique n'iront jamais à ça parce qu'ils ont commencé à l'âge au collège, au collège, au lycée. Bien sûr. Ils veulent être ingénieurs de son. Ils ont déjà le savoir-faire, en fait. Et ils ont laissé l'école en plus pour ça. Donc, ils n'auront jamais le bac pour pouvoir aller apprendre ça un jour. Je vois. Donc, c'est pourquoi, moi, depuis l'ouverture de DISAC, que j'ai un projet de partir une école qui peut peut-être au niveau du brevet ou déjà du collège, ceux qui veulent se professionnaliser tout de suite et se lancer dans un métier qu'ils auront appris en 3 années, de partir une école comme ça. Donc voilà un peu... Génial. Alors je termine par cette question. C'est un petit peu avec le monde artistique guinéen. On a beaucoup d'artistes, des fois, qui se lancent, qui sont en début de carrière, qui connaissent un succès fulgurant, mais ils n'arrivent pas à se maintenir à ce niveau-là. Et après, ils chutent. Et ce qui fait la différence chez vous, c'est que vous réussissez à maintenir ce niveau de succès, vous vous maintenez toujours. Alors comment un jeune artiste qui vous suit, qui suit cette interview-là, se dit que comment je dois m'y prendre pour faire mes premiers pas, connaître ma réussite et surtout me maintenir à ce niveau-là? Ben en fait, le tout, c'est comme je disais encore, c'est d'accepter, de se former, d'accepter, d'attendre, d'être prêt, avant de s'exposer. En fait, je sais pas, peut-être je vais être plus clair. Si tu arrives tout de suite, tu décides, tout le monde décide de chanter tout de suite. Y en a qui m'écrivent, j'ai
Je ne peux pas te dire. Ouais, ça c'est sûr. Ma page officielle, là, j'ai quasiment 50 sons par jour. Waouh. Je cherche un producteur, je cherche un manager. Ouais. Après, j'écoute tout le monde, quasiment. Quand il y a un moment où je suis tranquille, j'écoute. Donc j'écoute, mais ça sonne rien du tout, tu vois. Parce que le gars, il a décidé de chanter aujourd'hui, il est allé payer un studio, il est venu et puis il a chanté. C'est pas ça. Tu veux chanter, tu apprends à jouer à la guitare, tu apprends à chanter, tu prends de l'assurance à la maison sans dépenser un franc. Tu écris plein de chansons à la maison sans dépenser un franc. Et le jour où tu sais que, là, je sens que... Je suis prêt en fait. Même maman à la maison, tes amis disent, wow, ça, c'était pas comme la dernière fois, ça a évolué. Ça. Là, tu commences à te dire, je vais aller voir un Fakri, un Akache pour lui dire, voilà mon bagage, est-ce que tu penses que c'est prêt? D'accord. Mais les gens ne font pas ça. Ils sont pressés. Les studios ne coûtent pas cher. Donc tu viens, tu payes, tu enregistres parce que tu sais chantonner. Tu as imité 10 fois sous la douche de Azaya, donc ça sonne un peu pareil. Je peux chanter et puis tu te lances. Ça ne marche pas comme ça. Partout ailleurs, on va prendre Rolling Stone. Ça démarre un band dans leur sous-sol, à répéter pendant des années, à chanter pour eux. Et puis ils se font plaisir. Ils font ça tout le temps. Après, les amis de l'école disent, mais oui, c'est bon. Après, ils commencent à l'école, quand il y a des fêtes d'école, quand il y a des fêtes de quartier, quand il y a des petits festivals de quartier. Et puis ils décident d'aller sur la route. Les tournées, les plus grands orchestres au monde, les tournées, c'était pour aller se former. C'est pour aller se performer. Ils appellent ça, justement, ça s'appelle performer. C'est pour se performer. D'accord. Si jouer tous les jours, c'est pas chanter en studio. C'est de chanter tous les jours, jouer tous les jours. Se mettre dans différentes conditions. Dans des salles, dans des restos, partout, jouer partout, jusqu'à avoir de l'assurance, avoir de la scène, avoir de la présence. Et que la voix aussi évolue. Après, maintenant, ils vont en studio pour enregistrer. Des années plus tard. C'est pourquoi ils cartonnent dans le monde entier. Et quand ils cartonnent, demain, quand tu leur dis demain, va sur scène, ils vont sur scène. Je connais des artistes ici, super célèbres. Quand tu les vois au palais, avec les fausses notes, tu as honte. Moi, j'écoute la radio, il y a des artistes super célèbres, quand on leur dit chante, voilà un instrumental, ça donne laisse tomber, je change de chaîne. Je suis désolé. Parce que, pourtant en studio, ça sonne super bien, mais c'est pas ça. Donc, il faut prendre le temps d'apprendre. C'est ça. Le mot, c'est apprendre. C'était génial, le temps est passé très vite pour moi, surtout moi j'ai beaucoup appris, je tire beaucoup d'enseignements là-dedans et j'ose espérer que ceux-là qui auront l'opportunité de suivre cette émission également pourront tirer beaucoup profit là-dedans. Il ne reste plus qu'à te dire merci Moussa de nous accorder ce temps-là. Je ne sais pas, peut-être que tu as une dernière chose à dire, tu regardes juste la caméra et tu partages peut-être un dernier message à la Guinée. Je dis bonjour. Rester à la maison tant que c'est possible. Quand il faut aller travailler, il faut se protéger. Les gestes barrières, la maladie est encore là. Ce sale virus traîne encore. Protégeons-nous et puis prenons soin de nos familles. One love. Donc prenons soin de nos familles. Vous aurez compris, c'est possible, chers téléspectateurs. C'est même inévitable, mais c'est à chacun de nous d'en faire une réalité. À très bientôt pour un prochain numéro de ce magazine Dans les coulisses du succès. Merci à vous.